Mercredi, midi et demi, c'est Startup, le rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines. Comme d'habitude, on attend et on répondra à toutes vos questions durant cette émission. Et je rappelle notre grand jeu concours. Si vous posez une question en étant connecté à votre compte Décideur TV, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort à la fin du mois pour gagner ce téléphone, le téléphone des décideurs offert par notre partenaire Invoxia. Moins de 5%, c'est la part des entreprises françaises qui exportent, soit 117 000 sociétés en 2012. C'est 2 fois moins qu'en Italie et 3 fois moins qu'en Allemagne. Un chiffre qui, en plus, est en baisse continue. Depuis plusieurs années, la France compte en effet paradoxalement de moins en moins de candidats à l'export. 2 grands entrepreneurs globetrotters vont nous expliquer aujourd'hui sur ce plateau, avec leurs exemples concrets et leurs anecdotes, comment ils s'y sont pris pour franchir les frontières de l'Hexagone, voire vont peut-être faire naître des vocations chez certaines startups. Franck Provost, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement une des réussites françaises à l'étranger les plus emblématiques. En 1975, vous ouvrez votre premier salon de coiffure à Saint-Germain-en-Laye. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête du groupe Provalliance, leader européen et numéro 2 mondial de la coiffure. Avec, attention, les chiffres, ça fait tourner la tête. 20 000 collaborateurs, 2400 salons dans le monde, une présence dans 30 pays, plus de 30 millions de clients et à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, cumulé. Cumulé. Chapeau. À vos côtés, Denis Jacquet, le fondateur de l'entreprise de e-learning et du Factory, présente dans 8 pays. Président également de Yatedo, le moteur de recherche de personnes qui réalise plus de la moitié de son activité aux États-Unis. Et vous avez également créé en 2009 Parrainer la croissance, qui aide notamment les PME françaises à s'internationaliser. Bienvenue. Merci beaucoup. On a donc reconstitué pour l'occasion le binôme qui avait planché sur l'international aux assises de l'entrepreneuriat. On dira un petit mot d'ailleurs sur ces assises à la fin. Première question pour vous, Franck. Est-ce que finalement votre première expérience à l'international, c'était pas en 1975 justement quand vous avez quitté votre petit village de Sarthe pour monter à la capitale? Voilà, bon, moi j'étais déjà monté à la capitale un peu avant cette époque-là, mais c'est vrai que j'ai ouvert mon premier salon en 1975, mais je n'avais pas d'aspiration d'aller à l'international, parce que je pense qu'il faut d'abord réussir son affaire en France, là où nous sommes, dans nos métiers tout au moins, et puis effectivement après je pensais à l'international, puisque j'avais passé pas mal de concours et tout, et j'ai voyagé pas mal pour faire des shows de coiffure à l'international, et donc je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais. Alors le problème c'est justement comment faire, quoi. Donc moi dans notre métier, j'étais relativement connu au niveau des coiffeurs, même à l'international, voilà. Ouais. Et on a aussi des maisons capillaires comme, je ne sais pas si on peut les citer, mais comme L'Oréal par exemple, sur laquelle je me suis appuyé. Mais quelqu'un qui ne sait pas, donc ne connaît évidemment pas le marché, et c'est un vrai souci. C'est pour la raison sur laquelle on a travaillé, nous, aux assises de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous vous rappelez justement votre premier salon international à l'étranger? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez décidé ça? C'est un peu le hasard, ouais. Effectivement. Un jour, je vois débarquer donc à Paris des Philippins. Et donc, mon premier salon était, ce que j'ai ouvert international, était aux Philippines. Donc, voilà, c'était pas du tout dans les études de marché. Hein. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. Donc, ils avaient entendu parler de notre marque, ils aimaient le côté aussi familial de la marque. Et donc, ils sont venus me voir. Et donc, je suis parti là-bas, à Manille, parce qu'il fallait que je vienne choisir un emplacement. Donc, vous voyez, je n'étais pas du tout préparé, je ne connaissais pas du tout ce marché. Et donc, je pense que justement, c'est ce qu'il faut éviter, quoi. Ouais. Mais ceci dit, ça a été un succès et ça l'est toujours. C'est toujours des partenaires avec qui j'ai beaucoup d'affinités. On parlera justement des échecs ou en tout cas des erreurs qu'il ne faut pas commettre à l'international et que vous avez peut-être pu commettre. Denis, même question. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre première expérience à l'étranger? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, c'était un stage d'été pour aller voir les petites Anglaises à 15 ans. C'est un peu différent. Ma première vraie expérience de l'international, celle qui vous marque, hein, parce que c'est comme ça qu'on apprend les langues, hein, tout le monde le sait. Écoutez, la première, en fait, c'était pas un choix et c'était pas non plus une stratégie, c'était vraiment une contrainte. Que nous, on est issus d'un monde, le e-learning, qui a décollé en France après 8 ans d'existence. Donc, du coup, c'était ou être liquidé,
comme toutes les boîtes de e-learning au début des années 2000, ou se dire, bon, allons faire le gros dos quelque part, essayons de conquérir des marchés un petit peu différents, y compris dans des pays émergents, et voyons ce que ça donne. Donc c'était plutôt un réflexe de sauvetage qui est devenu une stratégie. Bon, alors évidemment, quand on est malhonnête, on dit c'était une stratégie bien réfléchie dès le départ. Mais avec du recul, évidemment, on oublie ce qui nous arrange, mais comme en général les entrepreneurs ont une relative bonne honnêteté sur leur parcours, il faut avouer que c'était vraiment réaction sous la contrainte, départ à l'étranger. Au Maroc, c'est ça au Maroc, au début première année, première expatriation réelle, mais non pas par un grand groupe, mais par ma propre société. Donc, je n'avais pas de voiture de fonction, de maison de fonction, de billets de retour. Donc, c'était vraiment un choix de dire, est-ce que les marchés émergents vont être plus prometteurs sur ces technologies émergentes que les pays de ce qu'on appelait à l'époque de la vieille Europe, et ça a été un pari plutôt réussi. Alors vous avez une spécificité justement, c'est que vous avez habité dans presque tous les pays dans lesquels vous êtes développé. Est-ce que c'est important justement de s'imprégner de la culture locale pour bien appréhender un marché? Ça dépend de la taille de sa boîte en fait. Pour des petites boîtes comme nous, qui justement vivaient le démarrage très lent d'un secteur d'activité et donc sans moyens financiers colossaux, vous n'envoyez pas quelqu'un à votre place, vous y allez vous-même. Parce que vous avez besoin de sentir le marché, de sentir les gens, de sentir vos partenaires, de voir comment réagissent les premiers clients potentiels. La deuxième chose, parce que j'adore voyager, c'était pas non plus désagréable. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on choisit des partenaires locaux. Et si vous les avez jamais rencontrés, vous savez jamais comment vous fonctionnerez avec eux. Et si même en les ayant rencontrés plusieurs fois, parfois vous avez de mauvaises ou de bonnes, mais surprises. Donc il faut vraiment aller balayer le terrain soi-même. Franck, c'est justement ce que vous avez fait. Vous êtes allé sur place voir un peu comment ça se passait. C'est primordial. Je pense que c'est important justement de comprendre un peu la philosophie des nouveaux partenaires. Il y a un feeling aussi pour que ça fonctionne, tout au moins, je le répète, dans nos métiers qui sont un peu différents. Nous, on a besoin. Mais bon, par contre, moi, je ne suis pas allé vivre dans ces pays-là parce que le problème, c'est qu'il fallait que je reste ici parce que nous, physiquement, on doit être présents. C'est toute la différence avec le numérique. Je rebondis juste à la question de Benjamin, c'est un peu la même question. Est-il réaliste de penser que l'on peut durablement s'implanter sur un marché étranger sans y être physiquement présent? C'est un peu ce qu'on disait. Quelle est votre réponse? L'entrepreneur ne peut pas vivre, enfin je réponds pour Franck et Franck pourra répondre pour moi, on va croiser, on se connaît bien maintenant, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être partout. C'est-à-dire, il y a aussi des choix de vie personnels, vous pouvez, à moins d'avoir 8 pays, 8 femmes, 8 familles, ce qui est quand même assez compliqué à gérer, à un moment donné, vous avez quand même un lieu de stabilisation forte qui contribue à votre... Pour le lancement, il faut quand même être présent. Pour le lancement, il faut vous balader. Y vivre, c'est pas du tout indispensable. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, la conjonction de mes choix personnels et de ma situation familiale faisait que je pouvais avoir toute liberté d'aller partout. Et j'en ai profité pour y passer beaucoup de temps. Mais ce n'est pas indispensable. Y aller, c'est indispensable. Y rester, non. Y vivre en permanence, ce n'est pas nécessaire. Alors moi, c'est un peu différent dans le sens où nous, la clientèle, elle est là et elle veut physiquement que vous soyez là. Par contre, quand on est à l'international, il faut créer des outils pour justement compenser cette absence, c'est-à-dire c'est la formation, c'est les images, c'est vraiment une assistance. On ne peut pas mettre son nom sur des boutiques n'importe où dans le monde et puis on prend le droit d'entrée et on s'en va. C'est vraiment un accompagnement parce que d'abord, quand des partenaires nous font confiance, ils ont besoin justement de cet échange permanent. Et donc là, on doit créer vraiment, on envoie des formateurs, on envoie, enfin, il y a tout un système d'accompagnement qui est présent et qui est indispensable. Alors vous, votre stratégie à l'international, elle est également basée sur l'achat d'entreprises et notamment, vous avez racheté les marques en Europe Jean-Louis David et Saint-Algue. Vous êtes un peu le petit Frenchie qui ose défier le grand géant américain sans complexe finalement. C'est ça votre stratégie? Oui, sans complexe, il n'en faut pas, c'est vrai, quand on y va. Quand même le fait d'y penser, de se dire, tiens, je vais les approcher parce que je vois que, en Europe, par exemple, ils ont un petit peu de difficultés. C'est le numéro 1 mondial, hein. Vous avez racheté des sociétés. Et donc, j'y suis allé peut-être d'une façon inconsciente, insouciante, inconsciente, mais néanmoins, et on se rend compte que on a un certain savoir-faire au niveau de l'approche, au niveau du social, au niveau de tout ça, qui est toujours un petit peu compliqué pour des Américains, par exemple. Donc c'est un peu de cette façon qu'on est arrivé et que j'ai pu acquérir ces marques et que maintenant on essaye de... Et votre objectif maintenant, c'est évidemment d'être numéro 1 mondial, c'est tout le bonheur. Oui, on est encore un peu loin, mais
tout doucement, on y va. Quoi. Lorraine, on a encore d'autres objectifs. En plus. Lorraine nous demande, les outils sont-ils réplicables dans tous les pays? On parlait justement des outils à mettre en place. Est-ce qu'on peut dupliquer des modèles comme ça à l'étranger? Écoutez, en fait, je pense pas qu'il y ait véritablement de réponse. Ce qui est clair, quand on parle notamment, puisque nous on fait de la formation, prétendre former de la même façon sur tous les sujets partout dans le monde est quasiment impossible. C'est-à-dire que nous, on a vu des cas où il y avait des formations vraiment standards qui s'appliquaient à tous. Se servir de Word, servir d'Excel, il n'y a pas 50 milliards de méthodologies pour le faire. Quand vous commencez à parler de valeurs, de processus commerciaux, etc., il y a des cultures où, moi je me souviens d'exemples concrets de grandes chaînes de distribution qui envoyaient des modules partout dans le monde à leur chaîne locale. Et ne comprenaient absolument pas de quoi on leur parlait, parce que ce n'était pas du tout la façon. Donc, une marque peut imposer un certain nombre de choses. Après, il faut s'adapter à la réalité locale. Par contre, après, sur un niveau de qualité, de standard, de normes, ce qui est sûrement le cas chez Franck, là, il y a des choses qui sont incontournables juste pour poser sa marque et faire en sorte que le produit ne soit pas perdu. Hugues nous demande, à quel moment sent-on qu'il devient nécessaire d'aller à l'international? Alors vous c'était un peu différent, mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, là, il faut que je me lance sur ce marché en Chine notamment, pour Franck, qu'est-ce que... Voilà, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut déjà avoir une bonne assise dans le pays et prouver qu'on a réussi. Et donc là, par exemple, au stade où nous sommes, c'est indispensable l'international. Pour d'abord, nos marques, elles doivent devenir internationales. Et puis, le continent devient un peu petit si on veut continuer à croître. Déjà, c'est indispensable pour ça. Le terrain de jeu de l'entrepreneur, c'est le monde, en fait. Absolument, aujourd'hui, oui. Je pense que c'est indispensable si on veut exister. Voilà, on n'existe pas si on n'est que franco-français, par exemple. Quels sont les signes à détecter, Hugues nous demande encore. Est-ce que vous procédez par étude de marché ou est-ce que c'est encore un peu de feeling Vous savez, dans nos petites boîtes, alors je parle plus pour moi parce que forcément on est beaucoup plus petits, il y a une question de hasard, comme Franck avec les Philippines. Moi aussi je suis allé aux Philippines, je n'avais pas du tout envisagé, même encore 6 mois avant, d'aller aux Philippines parce que ce n'est pas le premier marché auquel on pense. Alors par contre on a des surprises et bonnes parce qu'effectivement, pour nous qui avons vécu adolescents, l'image des Philippins qui mangent des chiens avec des bazars incroyables, et quand vous voyez cette ville incroyable qui a su créer 10 fois plus de call centers en 3 ans que le Maroc en 10 ans, par exemple, c'est juste une ville incroyable. Donc les signes à détecter, c'est est-ce que je plafonne un peu sur mon marché? Donc je cherche des relais de croissance, c'est la meilleure façon effectivement d'embrayer. La deuxième chose, est-ce que je sens que j'ai des concurrents à l'étranger qui commencent à me tailler des croupières, y compris chez moi? C'est-à-dire que moi, il faut que j'aille occuper le territoire chez eux. C'est aussi une source d'observation de l'innovation de ce qui se passe ailleurs. Donc ça peut être un deuxième signe. Puis le troisième, de dire, est-ce que ce que je fais a vraiment un potentiel au-delà de mon pays? Et si oui, il faut y aller, si on veut devenir en tout cas un acteur majeur rapidement. Asa nous demande comment peut-on être sûr que la main-d'œuvre internationale sera aussi qualifiée qu'en France? Alors ça, c'est une des questions que les entrepreneurs se posent. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les salariés? On a déjà un peu parlé, c'est la formation, c'est capital, quoi. Et donc nous, vous êtes venu avec une formation on a des formations qui sont en vidéo, qui sont actualisées, standardisées, tous les 6 mois en fonction des nouvelles collections. Et on a ce qu'on appelle des traîneurs qu'on envoie dans le pays pour former, quoi. D'accord. Et puis, je crois que ça, c'est absolument capital, quoi, de pouvoir suivre ça. Évidemment, souvent, comme dans les pays souvent émergents, donc ce qui nous intéresse, parce que c'est là où on a quand même souvent la plus forte progression, et donc là, il faut former. Et puis l'avantage aussi, souvent dans des pays, je vais prendre un exemple comme la Chine, bon, on a des professionnels qui veulent apprendre. Et là, c'est formidable parce qu'ils sont là, ils sont attentifs, ils veulent absolument apprendre. Et c'est génial pour nous. On a perdu un peu cette notion souvent en Europe depuis longtemps, quoi. Pour rassurer votre auditeur ou auditrice, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a gardé avec un peu d'arrogance ce terme d'émergent. La plupart des pays émergents sont émergés aujourd'hui. Moi, j'ai vu des niveaux de formation, des niveaux de qualité en termes de recrutement qu'on aimerait sur certains secteurs pouvoir trouver dans nos pays dits émergés aujourd'hui. Donc, il faut savoir que tous les pays aujourd'hui accentuent et mettent le paquet sur la formation, font venir des gens du monde entier quand ils en ont les moyens pour avoir les meilleures universités, les meilleures écoles.
et allez aujourd'hui à Singapour, en Turquie, au Mexique, et vous serez stupéfait par la qualité dans ce qu'on y trouve. Après, selon les stratégies des pays, l'Inde et la Chine n'ont pas le même type de ressources. L'Inde a beaucoup travaillé ses ingénieurs, l'informatique, etc. La Chine, pendant un moment donné, c'était sur un autre secteur. Mais je veux dire, à l'échelle de nos petites boîtes, en tout cas, il y a toujours suffisamment de ressources locales. Alors, je rappelle l'intitulé de votre commission au sein des Assises, c'était la projection précoce des entrepreneurs à l'international. On a justement une question qui nous dit, pensez-vous qu'il peut être utile pour des jeunes startups de partir à l'étranger et de revenir ensuite en France ? Est-ce que, dans l'intitulé encore de votre commission, est-ce qu'il est important pour vous, pour une start-up, de se lancer très tôt à l'international ou plutôt, comme on disait, de plutôt asseoir son assise en France et d'y aller petit à petit? Quelle est la stratégie? En fait, moi, je vais laisser Franck répondre aussi, mais il y a plusieurs stratégies et il y a plusieurs secteurs. Il n'y a pas une stratégie, comme disent les Anglais, one size fits all, donc il n'y a pas une stratégie pour tout le monde. Ce qui est clair pour le numérique, c'est que la plupart du temps, dans le e-commerce, les boîtes sont internationales pratiquement dès le départ, par leurs clients, par leurs utilisateurs, par ceux qui viennent sur le site tous les jours. Donc la question de l'international est même presque plus une question, c'est quasi naturel et ça se fait comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup des boîtes qui sont à l'international dans le numérique, en fait, quittent pas la France, ont même pratiquement parfois pas d'équipe à l'étranger. Donc ça, c'est assez surprenant. Après, quand on est dans des choses où on doit édifier une marque forte, on doit démarrer et édifier cette marque forte dans son pays pour ensuite s'appuyer là-dessus comme un vecteur fantastique pour être propulsé. Mais il n'y a pas une vraie réponse à cette question. Par contre, la vraie erreur, c'est de ne pas scanner avec le web dans un premier temps et en se déplaçant ensuite pour dire si demain, dans 1 an et demi, ma stratégie c'est international, par quel pays je commence, de commencer à tâter le terrain, aller voir, se déplacer, rencontrer des acteurs. Même sur le web, il faut quand même aller... bien sûr, parce que les conditions ne sont pas les mêmes dans tous les pays. On le voit bien, tous les grands, les showrooms privés, les mythiques, les Attractive World, etc. vous diront que marché espagnol, italien, anglais, c'est pas la même chose, donc il faut y aller. On parlait tout à l'heure des échecs ou du moins des erreurs que vous ayez commises à l'international. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous viennent en tête et avec du recul, vous vous disiez si c'était à refaire, je ne referais pas cette chose-là à l'étranger? Franck, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Des échecs, peut-être pas, mais des choses qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite et faire peut-être d'une façon différente. Oui, certainement. C'est la raison pour laquelle on a amené notre expérience là dans les assises. Il est clair que nous, par exemple, dans mon métier, on vend d'abord Paris, quoi, parce que si je parle Franck Provost en Chine, Franck Provost, ils ne connaissent pas, quoi. Donc on va d'abord vendre Paris et la France. Enfin, la France et Paris. Mais souvent, Paris est même plus connu que la France, quoi, hein. Donc on vend d'abord ce côté mode, ce côté... voilà, quoi. Après... c'est vrai qu'on ne doit pas arriver non plus en se disant on est les meilleurs. Voilà, en terrain conquis. En terrain conquis, quoi. Il faut s'adapter. On en revient là aux cultures aussi. Parce que même si on apporte toute une image de la formation et tout, il faut quand même s'adapter à la culture de chaque pays. Je crois que c'est indispensable. Culture et pour nous, pour les cheveux, texture aussi. L'État vous a-t-il aidé dans votre conquête? Une question. Non, non, moi, pas du tout non plus. Pas du tout. Il y a des aides qui sont, avec la COFAS notamment, est-ce qu'il y a des choses, vous avez profité de ça ou... Là encore, je prends la parole, mais on a vu, nous, pendant les assises, finalement, qu'il existait une multitude de bureaux, de dispositifs. Mais on ne sait pas, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de rationaliser, de faire des propositions pour des maisons à l'international. Parce que nous, on n'a pas eu ça, quoi. Bien sûr. Je pense qu'il y a tous les ans, on a vu plein d'entrepreneurs, on en avait 20 dans notre groupe, donc qui travaillent avec nous, et puis qui sont tous des gens qui se développent. Il y avait Maxime Holder et Ladurée, et Paul Le Boulanger, qui est maintenant dans tous les pays. Il y avait Sylvain Aurébi d'Ecusmiti, enfin des gens qui ont tu vas en oublier. J'en vais en oublier, on m'en vouloir, mais ils savent qu'on les aime. Mais ce qui est vraiment important, c'est que sur ces développements, il y a un manque de lisibilité, il y a un manque de simplicité, il y a un manque de regroupement des acteurs, il y a une lutte souvent incessante entre le public et le privé, le public étant normalement là pour faire quand le privé ne peut pas, mais qui est devenu un petit peu omnipotent et omniscient. Je pense qu'il y a un gros ménage à faire en France, il y a un rassemblement à faire auprès des acteurs, et il y a une information beaucoup plus simple à envoyer à tout le monde, mais c'est vrai que Franck comme moi,
on n'a jamais profité de ces aides au départ, on ne savait même pas qu'elles existaient. Et beaucoup des entrepreneurs très chevronnés qu'on avait autour de nous ont découvert l'existence de ces aides, mais qui représentaient 0,1% des 5 ou 6 000 aides qui puissent exister, après 5, 6 ou 7 ans d'activité. C'est incroyable ça. Que diriez-vous de la Chine à ce jour? Pardon, excusez-moi, la question sautée. Et comment obtenir des contacts sur place et lesquels? Alors, on a quelqu'un qui veut aller en Chine, on sent. Comment est-ce que vous le conseilleriez de procéder? Il faut appeler Franck. Et puis pour ça, ça Non, mais là, par exemple, dans les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, donc il y a donc, ces maisons à l'international, et notamment les maisons prioritaires. Je crois que c'est la Chine et les États-Unis. Donc alors, il y a une maison qui centralise, c'est un guichet en fait pour qui va centraliser justement pour savoir. L'idée, c'est vraiment un espace physique dans lequel les entrepreneurs pourront venir travailler et rencontrer des acteurs qui les aideront à viraliser. Il y avait un deuxième pan qu'on avait proposé qui était aussi un réseau social des entrepreneurs, ce qui permet de dire, tiens, je lance dans la masse ceux qui sont en Chine et une grosse solidarité en fait des entrepreneurs entre eux et notamment quand ils sont à l'étranger. Donc l'idée c'était de les mettre en rapport. Mise en relation d'entrepreneurs français entre eux ou d'entrepreneurs français et avec des déjà français c'est pas mal parce que eux ils vous donnent leur perception de leur propre parcours. C'est qu'est-ce qui m'a posé problème, comment je suis rentré dans tel réseau. C'est important d'avoir des gens qui ont fait avant vous le parcours que vous apprêtez à faire, c'est extrêmement important. Avec l'aide de quelques seniors des grandes entreprises. Quoi. Tout à fait. Donc, d'entreprises du 440 par exemple. Alors, Marie, on va essayer d'aller très vite, il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission. Qu'en est-il du Brésil, demande Marie G. Est-ce que c'est un marché que vous connaissez, Franck? Une ambition pour toi, ça, le Brésil. Oui, le Brésil, bien sûr que ça nous intéresse. Vous avez des... Non, pas encore. Pas vraiment. Pas vraiment, mais ça fait partie de vos objectifs. Ça fait partie de nos objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous procédez là pour vous faites des études de marché ou Alors jusqu'à maintenant, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je m'appuyais surtout sur dans notre métier, les personnes qui sont installées déjà, comme L'Oréal dans ces pays-là, qui peuvent nous fournir une étude de marché, voilà quoi. Mais quelque part, c'est quand même mieux si c'est quelqu'un qui veut être complètement indépendant. Moi, ça va parce qu'aujourd'hui, j'ai assez de puissance pour le faire, mais je ne suis pas certain que le petit coiffeur qui habite Clermont-Ferrand, qui veut partir là-bas, il va être reçu avec les mêmes égards, quoi. Donc, c'est pour cette raison que s'il y a des maisons là qui sont dans la capitale, on pourra plus facilement appréhender ce marché, quoi. Mais évidemment, c'est des marchés qui sont intéressants. Moi, je parle de la Chine, je parle du Brésil, je parle de l'Inde. Là, c'est vraiment parce que ce sont des pays qui sont vraiment... Bon, c'est vrai, quand on dit émergence, je ne voudrais pas que ça soit pris comme quelque chose de péjoratif, parce que réellement, c'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent se développer. Et pour nous, c'est génial. Alors, il y a aussi une question qui revient, c'est la peur de ne pas être payé. C'est une des peurs majeures d'entrepreneurs quand ils vont à l'étranger, c'est la peur de ne pas être payé là-bas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, et comment l'insolvabilité je vous rassure, la probabilité de ne pas être payé à temps est certainement la plus forte en France. Donc, je veux dire, si vous considérez les problèmes des délais de paiement, parfois même de la commande publique, c'est deux problèmes majeurs. Donc, je vais dire, parfois, on est payé beaucoup plus rapidement à l'étranger. Maintenant, c'est l'intérêt d'avoir un partenaire local qui maîtrise les circuits, qui connaît les gens, qui sait comment on procède quand ça se passe mal. Mais il n'y a pas fondamentalement plus de risque de ne pas être payé à l'étranger, etc. Bon, alors, il y a des pays qui sont plus compliqués que d'autres parce qu'ils demandent parfois des systèmes de corruption en place qui rendent les choses très difficiles. Alors ça, il y a une multitude de pays qui travaillent sur ce fonctionnement. Et là, ça peut être compliqué de se faire payer. Puis il y a des habitudes locales. Bon, moi j'ai connu... en Afrique, au Maghreb, des jongleries sur les délais de paiement qui sont un petit peu rock'n'roll. Mais j'allais dire, bon, on a eu tous ce genre d'expérience dans notre propre pays d'origine. Bon. Mais moi, je rajouterais quand même, tu as cité effectivement quelques exemples. Non. Des exemples de vous de le problème, c'est que quand on veut faire partir, par exemple, du matériel et tout en ce qui nous concerne, il faut mieux être payé avant. Je le garantis, j'ai subi beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, rien ne part sans qu'on ait le virement. Sinon, c'est impossible, quoi. Vous êtes aguerri maintenant. Parce qu'effectivement, il y a certaines régions où c'est un peu le jeu, quoi. Voilà, donc c'est très important d'être... Parce qu'ensuite, le problème, c'est quand vous installez votre marque ou vous envoyez du matériel, vous ne pouvez plus rien faire, quoi, parce qu'un procès au niveau international, on n'a pas les moyens de supporter. Donc ils le savent très bien, quoi. Donc il faut vraiment que ça soit vraiment, avant de partir, au départ, vraiment nickel. Très bien. Une très belle expression qui est au cul du camion.
Exactement. Exactement. Je n'ai pas voulu le dire, mais voilà, c'est exactement la plus vraie. On finit avec un dernier petit mot sur les assises justement de l'entrepreneuriat. Je rappelle que vous avez été chef de file de la commission sur l'international. Ouais. Est-ce que, voilà, quel est votre avis sur ce qui s'est dit, sur les décisions qui ont été annoncées? Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu en tout cas dans cette commission? Je pense qu'on peut le dire. Oui, je vais parler, puis après tu feras la finition, parce que je pense que tu as quelque chose sur le cœur que tu as envie de dire. Donc, je vais terminer. Merci Franck. Donc, oui, c'était intéressant. Bon, d'abord, c'est une expérience intéressante qu'on vienne chercher des entrepreneurs qui ont justement un parcours, et on a pu travailler quand même en toute liberté, quoi. Donc on a fait un certain nombre de propositions qui évidemment après ont été épurées parce que comme il y avait quand même 12 groupes de travail, donc il fallait rationaliser. Il y a 6 propositions qui ont été retenues, qu'on a présentées au Premier ministre et ensuite au Président. Là-dessus, nous, on a eu une proposition de retenue, donc nous sommes assez satisfaits. Maintenant, dans les faits, il faut voir si c'est mis en place, quoi. C'est tout, quoi. Mais sinon, on a été... et puis, ce qu'on demande aussi, c'est justement un suivi. Parce que c'est pas le tout d'avoir, parce qu'on a quand même travaillé pendant quelques mois, beaucoup, et on voudrait savoir, voilà, que ça soit pas, qu'on ait un effet d'annonce, et puis hop, après on met ça là de côté, et rien ne se passe. Donc c'est ça un peu le danger. Donc c'est la raison pour laquelle on demande vraiment un comité de suivi, et que finalement, on est tout un groupe d'entrepreneurs que je ne connaissais pas, par exemple, de Denis et tout. Et donc, on a envie de continuer de se voir, parce qu'on se rend compte que l'émulation, c'est formidable, et que, voilà, c'est l'avenir, quoi. Un petit mot, Denis, on finit là-dessus. Oui, bonne séquence, en fait. Le timing, la présence du gouvernement à l'Élysée quasiment dans son intégralité était vraiment un signe fort en disant, OK, on est derrière les entrepreneurs et enfin, on va faire vraiment quelque chose ensemble. On a demandé, Jean-Marc Ayrault nous l'a confirmé, ça nous a été reconfirmé il y a 10 jours, que les assises allaient avoir une suite, donc c'était plutôt un début qu'une fin, que l'objectif du cabinet Pellerin notamment et Bercy était d'appliquer non pas les 10 mesures déjà retenues ou 12 mesures, mais les 44 que nous avons proposées. Donc ça, c'est son objectif, ce qui est encore une meilleure chose, parce que nous, nos dispositifs sont très sympas, mais juste la maison, ça ne va pas réformer la totalité de l'international. Et puis enfin, on va s'inscrire dans le temps. Hein. Donc maintenant, il faut que ce soit une communication régulière, travailler avec des retours d'ascenseur. Et c'est vrai que, bon, quand il mentionnait un petit truc, c'est qu'il ne faut pas que notre ministre nous fasse faux bond quand on l'attend sur des rendez-vous importants, ce qu'elle vient de nous faire à 2 reprises. Ce sont des choses pour nous qui ne se font pas dans ce type de séquence. Très bien, merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes les questions des internautes. Merci à vous d'y avoir participé également. La semaine prochaine, Christophe Agnus de Sopixi, le petit patron qui a invité un grand patron du CAC 40 à passer un stage dans son entreprise, ainsi que Thibault Langzade, fondateur d'Acoba et candidat à la présidence du MEDEF, seront sur le plateau. On verra comment est-ce que les startups et les grands groupes vivent dans le même univers. Rendez-vous mercredi prochain à 12h30. D'ici là, bon appétit, bonne journée et très bonne semaine.